Bien. Alors, excusez ce retard au démarrage dû à des mises à jour de support de cours. Nous étions dans le développement des 39 travaux. Vous vous souvenez? Nous avons essentiellement développé alors le début de ce qu'on a appelé le premier groupe. Je vous renvoie au support numéro 2 des 39 travaux, où il y avait un découpage par groupe qui permet un petit peu de situer les choses, de les mémoriser mieux, si besoin est de les mémoriser tous, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Et puis il y a des zooms qui sont nécessaires, qu'on essaiera d'amorcer à tout le moins. Je ne voudrais pas non plus que ce soit trop chargé du premier coup. Nous étions arrivés à vanner, trier, cribler. Et donc c'est 6, 7, 8 du premier groupe qui va de 1 à 11, qui représente tout ce qui est nécessaire pour la fabrication de la nourriture. Ça, c'est en termes actuels, on va dire, proche de nous. Et puis qui, dans le processus de fabrication du tabernacle, du Mishkan, concernait la fabrication des couleurs pour la teinture, puisque c'est donc des graines que l'on fait pousser, que l'on prépare, etc. Donc il y a un stade où on est appelé à trier. Et de nos jours, je vous renvoie à ce que nous avions dit la dernière fois, on l'avait abordé beaucoup ou pas beaucoup alors je vais peut-être le reprendre dans les grandes lignes. Donc, vanner, vous vous rappelez que la colonne, après la dénomination, la colonne qui vient immédiatement à droite, donc c'est la deuxième à gauche, c'est la définition. Il est important de bien situer la définition pour comprendre comment les archétypes complètent ou s'inscrivent dans cette définition et quelles précautions rabbiniques on va trouver ensuite. Donc vanner, c'était secouer au vent au moyen alors on dit d'un vent, je crois, pour séparer les déchets mêlés au grain. Un van. On dit un van? Je crois. Bon. Trier. Retirer à la main les déchets du comestible. Puisqu'il s'agissait d'isoler, de garder ce qui est comestible, et pour ça on enlève le mauvais et on le fait à la main. Donc retenons cette notion d'enlever le mauvais et de garder le bon, parce que ça représente vraiment la quintessence du tri. Cribler, alors c'est le même principe, passer la farine par le crible, donc, sauf qu'il y a un ustensile précis pour cela, pour la débarrasser du son et des déchets. Alors au niveau des dérivés, qu'est-ce que vous aviez? Filtrer les liquides à l'aide d'une passoire ou d'un linge. Écrémer le lait pour une consommation ultérieure. Retirer la partie gâtée d'un fruit pour garder la partie comestible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes précisément dans le schéma de retirer le mauvais pour garder le bon. Et nous verrons que la possibilité de trier, pour l'essentiel, ce serait prendre le bon et laisser le mauvais. Éplucher les fruits et légumes pour une consommation ultérieure. Puisque la grande dérogation du tri, c'est pour manger tout de suite. Le tri dont il était question, c'était un tri pour plus tard, pour stocker, pour faire de la teinture, etc. Ce n'est pas pour consommation immédiate. Faire cailler le lait, goûter le lait caillé pour en faire du fromage blanc. Bon, je pense que c'est pas... On ne s'amuse pas à ça tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes adepte de faire du fromage en cuisine. En principe, vous avez des producteurs qui font ça très bien, qu'il faut soutenir. Bref. Les précautions rabbiniques, et je vais vous donner les applications pratiques tout de suite, on ne va pas s'embarrasser de texte indéfiniment. C'est retirer la partie comestible pour laisser la partie gâtée à l'aide d'un ustensile, même dans l'intention de consommer de suite. Donc je reprends. Ce que nos maîtres ont interdit par précaution, c'est la bonne manière du tri, certes, mais avec un ustensile spécifique pour cela. Et l'illustration que je vais donner va vous éclairer sur ce point-là, ça peut vous paraître tortueux. Trier à la main 2 sortes d'aliments comestibles. Retirer des chaises cassées d'une pile, trier les livres pour les disposer. Bon, donc c'est toutes les formes de tri en fait. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, c'est les 3 conditions pour qu'on ait effectivement trié. Et là, les choses vont s'éclairer. La première condition, c'est retirer le mauvais du bon. Là, c'est un tri caractérisé, interdit par la Torah. En revanche, on pourrait, sous certaines conditions, retirer le bon du mauvais. Deuxièmement, c'est le faire avec un ustensile spécifique pour cela, un tamis, ou bien un économe pour éplucher, par exemple. Éplucher, c'est carrément
retirer le mauvais pour garder le bon. Donc vous voulez préparer votre salade de Shabbat par exemple, vous voulez éplucher vos carottes, enfin quelque chose de tout à fait sympathique, ou éplucher votre fruit pour le dessert, vous voulez manger le fruit, ne pas manger l'épluchure, et pour cause. Donc le faire, mais avec un ustensile spécifique, est interdit le Shabbat. Il faut un ustensile artisanal, un couteau tout simple. Et troisièmement, pour consommer plus tard. Troisième circonstance, entre guillemets, aggravante, mais qui n'est pas péril dans la demeure, c'est trier pour ne pas manger tout de suite. En clair, lorsqu'on trie sans ustensile spécifique, même si c'est retirer le mauvais pour garder le bon, et que c'est pour manger tout de suite, c'est possible. Donc préparer sa salade de Shabbat, pas trop à l'avance, mais pour qu'on mange dès que c'est prêt, d'accord, pour tout de suite mettre à table, ça c'est autorisé. Voilà ce qu'on en retiendrait en fait, concrètement. Après, vous aurez les questions de tri dans l'assiette. Est-ce que pour, je ne sais pas moi, pour consommer un poisson, est-ce qu'on peut retirer les arêtes et laisser le poisson? Normalement, on doit prendre le poisson et laisser les arêtes. Et ainsi de suite. D'accord? Certains permettent néanmoins de le faire dans l'ordre. On retire les arêtes, on garde le poisson puisque c'est pour manger tout de suite et que ça ne se fait pas avec un ustensile spécifique. Donc vous avez différentes écoles sur ces petits points de détail, mais retenez l'idée générale, on évite les ustensiles spécifiques et quand on trie la nourriture, c'est pour manger tout de suite. À partir de là, on est à peu près tranquille. Ça marche? Et comment est-ce qu'on peut trier, par exemple, une salade ou des pommes, enfin une salade de fruits, ça, on est obligé d'utiliser un couteau? Un simple couteau, ça va. C'est pareil, on va dire que c'est tout à fait artisanal. Mais l'économe qui permet d'éplucher, voilà, c'est un ustensile spécifique. Vous voyez, idem, ça a l'air de rien, mais vous voulez servir la dave de Shabbat ou le plat chaud, et vous utilisez une cuillère percée pour ça, bon, il y a une problématique de tri. Bon, c'est tout bête, hein, mais juste on trouve la bonne cuillère, quoi. Ça marche? Donc il n'y a pas tellement à en dire plus que cela. On peut faire très compliqué si on veut, hein. Si vous voulez, je peux vous faire très compliqué. Mais là, on fait easy, et c'est bien comme ça. Alors, je passe à moudre. Réduire en poudre au moyen d'un outil adapté, une meule par exemple, un produit naturel pour faciliter son exploitation. Donc en dérivé, vous aurez limé les métaux pour obtenir des brisures, scier du bois pour la sciure, donc c'est le produit qui m'intéresse, hein, le produit, toujours dans la définition, hein, faciliter l'exploitation ou la consommation, donc c'est à chaque fois le produit de moudre qui m'intéresse. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à limer des métaux pour les brisures ou du bois pour la sciure, c'est votre... Bon, là, il faut avoir des tocs hein, peut-être pour ça, mais c'est votre trip. Bon, bah voilà, Shabbat, c'est interdit. Hacher finement légumes ou herbes, sauf pour consommation immédiate. Voilà, là qui nous intéresse, parce que c'est du quotidien, enfin, c'est de l'hebdomadaire, en l'occurrence. C'est possible, donc, sans ustensiles spécifiques pour cela, mais donc hacher menu, pour manger tout de suite, ça ne s'appelle pas moudre véritablement, hein, puisque moudre, c'était pour exploitation. Il s'agissait de moudre les graines, pour les rendre plus, plus promptes à délivrer de la couleur. Écraser des fruits en purée, donc quand on veut, je sais pas moi, écraser des pommes de terre pour un gamin, on le fait avec le dos de la fourchette, on le fait différemment avec un chinouille par exemple. Et puis c'est pour manger tout de suite, qui plus est. Alors il y a des précautions rabbiniques qui vont vous paraître assez inattendues. Frotter vêtements ou chaussures pour enlever la boue séchée. Bon, c'est vraiment, ça va un peu chercher loin, je vous l'accorde, parce que ça n'a rien à voir avec les graines, rien à voir avec la consommation, rien à voir avec le produit. Mais bon, néanmoins, ça ressemble dans le geste de très près, donc précaution rabbinique. Préparer, prendre un remède, sauf en cas de nécessité. Alors ça, c'est un sujet important, parce que certains ont considéré que comme pour préparer jadis un médicament, un remède, hein, c'est indiqué ici en vieux François, en vieux français, il fallait systématiquement concasser des graines, ça se faisait comme ça. Donc on ne prend aucune médication le Shabbat. Évidemment aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. D'accord. Nous qui sommes en France les champions de la consommation de médicaments, nous savons bien que nous ne préparons plus nos médicaments. Donc d'après l'avis de la plupart des décisionnaires, on prend ces médicaments normalement le Shabbat. D'autant plus si on souffre, d'autant plus, et évidemment s'il y a un danger, la question ne se pose même pas. Donc il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, un simple Doliprane, certains attendaient d'avoir vraiment très mal à la tête, de ne plus pouvoir se concentrer pour prier, que le Shabbat soit infernal pour en prendre. De nos jours, on considère que c'est plus tellement... que le risque qu'on en vienne à concasser des graines,
parce que c'était ça, hein, c'était un risque qu'on venait à concasser des graines, et complètement absent. Enfin, râper du fromage avec une râpe, ustensile spécifique, ça revient à hacher menu. Bon, bah on évitera en l'occurrence, puisque c'est l'ustensile qui est spécifique. Voilà, sinon il n'y a pas tellement plus d'applications, on les découvrirait éventuellement au fur et à mesure. Ensuite, pétrir. Lâche en hébreu. Donc, moud, c'est tochen, hein, si vous voulez la vocalisation. Le 10e, travail, pétrir, lâche, réunir fines particules au moyen d'un liquide pour en faire une seule masse. Exemple, la pâte à pain. Bon. Et les dérivés vont concerner ce qui n'est pas alimentaire. Donc, préparer du ciment, du plâtre. Bon, normalement, quand on est dans l'ambiance de Shabbat, ça ne nous traverse pas trop l'esprit. Verser de l'eau dans du son, mixer des aliments pulvérisés pour en faire une masse compacte. Par exemple, est-ce qu'on peut faire une mayonnaise Shabbat? Il est indiqué que ça s'apparente à pétrir. C'est un peu fort de café parce qu'on n'a pas la substance, en tout cas ça n'a pas la consistance de la pâte, mais voilà, dans les dérivés c'est assimilé à... On m'avait permis de faire une mayonnaise. Ouais, parce qu'elle est relativement liquide, c'est ça? C'est une pâte. Il m'avait dit que c'était permis. Bah, ça dépend comment on voit la chose. Évidemment. Ah bah oui. Oui. Sinon c'est pas du jeu. On peut considérer que comme c'est c'est visqueux, voire liquide, que ça n'a plus grand chose à voir avec une pâte, ce qui peut évidemment s'entendre. Donc on peut dire, il y a deux approches. En gros, ça dépendra de la mayonnaise. Mais on ne pourra pas utiliser de fouet. On ne peut pas utiliser un fouet. Il faut le faire à la fourchette. Ah, ustensile spécifique? Même pas. Ouais. Mais la vraie mayonnaise, la mayonnaise de compétition, c'est à la fourchette. Hein. Sinon, c'est pas du jeu. Ou à la cuillère, non? Comment? À la cuillère. On monte la mayonnaise à la cuillère. C'est les concours de camping, là, bien connoté. Bon. Alors là, on arrive à un autre dossier qui est vaste, enfin relativement vaste, on va essayer de le faire simple, de le traiter simplement, c'est cuire. En hébreu, ça se dit ofé, mais ofé, c'est cuire au four. À distinguer de bichoul, qui est le mot le plus usité en fait, qui veut dire cuire à l'eau, casserole si vous préférez. Bon. Cuire au four ou cuire à l'eau. Alors, comment vous dire? Nous aurons à gérer tout cela, d'accord? Donc on va s'initier à bichoul. Je vais dire bichoul en hébreu, ce sera parce que c'est le mot le plus usité. Il n'apparaît pas ici, vous m'excusez, mais c'est vrai que c'est pas dans la dénomination officielle. C'est un vaste domaine parce que le Shabbat, nous avons l'injonction de manger chaud. Pourquoi? C'était notamment pour se distinguer des Karaïtes qui, rejetant la Torah orale, s'en remettaient à leur lecture des versets selon laquelle aucun feu ne brûlera pour vous le Shabbat, c'est un verset dans l'Exode, et donc ils estimaient que rien ne devait être, aucun feu ne devait effectivement brûler, même allumé avant Shabbat. Donc pénombre et nourriture froide, si on se remet à cette expression du verset. Dans le Talmud, on découvre que, dans Michel le Talmud, on découvre que un feu peut durer le Shabbat sous certaines conditions, du moment qu'elle est allumée avant. Les conditions pour que ce feu dure le Shabbat, c'est qu'il n'y ait aucune tentation, c'est une source de chaleur, je précise, c'est qu'il n'y ait aucune possibilité, plus que tentation, de le réguler, de l'augmenter ou de le diminuer. C'est-à-dire, j'ai un plat posé sur une source de chaleur régulable. Si je trouve que le plat n'est pas assez cuit, ou pas assez chaud, et que j'ai du monde qui attend derrière, et qu'il en va de mon honneur, n'est-ce pas? Et dans ce monde, il y a notamment l'impitoyable belle-mère. Comment tu as fait froid pour Shabbat? Bref. Donc une pression telle pourrait entraîner un réflexe de réguler la chaleur. Autrement dit, de rajouter des bûches, de rajouter du charbon, d'exciter le charbon, de l'attiser, pour que la cuisson, ou plutôt la chaleur s'accélère. La montée en température, s'accélère. Idem, si je vois à 10h du matin que mon plat de Shabbat est beaucoup trop chaud, qui va vraiment se gâter, qui sera immangeable, je serais tenté d'estomper un peu la source de chaleur. Attendu que, autre précision, pourquoi ce scénario risqué est possible, c'est que un aliment
Ouais, c'est que j'aurais mis l'aliment sur la source de chaleur avant Shabbat, bien sûr. Hein, il n'était pas intégralement cru. Mais il l'était encore un peu. Et quand bien même il serait cuit, il y a cette crainte du trop cuit ou du pas assez cuit, ou du trop chaud ou du pas assez chaud, et manipuler le feu, évidemment, est problématique. L'augmenter, c'est comme allumer un feu, le diminuer, c'est comme éteindre le feu. Donc, la première précaution que nous découvrirons dans notre quotidien shabbatique, c'est d'utiliser, oui, des sources de chaleur, mais non régulables. Dans l'Antiquité, comment on faisait? Parce que nous avons notre plata de Shabbat. La plata de Shabbat électrique, le principe, c'est quoi? C'est de brancher une résistance qui est couverte, et vous pouvez tourner tout autour, il n'y a rien pour la réguler. Pour l'éteindre, il faut la débrancher, il n'y a aucun autre moyen. Éventuellement, il y a un interrupteur, mais c'est tout. Donc c'est branché, débranché. Bon, elles sont de qualité parfois très relative. C'est souvent les grosses ambiances de court-circuit, de plomb qui sautent à cause de la plata. Hein, c'est 80% des cas, c'est la plata qui est responsable. Quoi qu'il en soit, si elle est en bon état, ça fonctionne. Et donc c'est le feu non régulable d'aujourd'hui. On trouve ça où? On trouve ça un peu partout dans les magasins cachers, ça se vend. Évidemment en ligne, c'est tout simple. Hein. On vous montrera tout ça. Et puis c'est pas très cher en plus, puisque c'est de mauvaise qualité. Donc tout va très bien. Ensuite, vous aviez... Alors, pendant l'Antiquité, comment on faisait? Il n'y a pas de plata. Il y avait un système qui courait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui consistait à utiliser un petit four d'argile, qu'on appelait le kamoun par exemple. Un petit four d'argile avec deux orifices au sommet, enfin sur la surface, où on posait des marmites qui étaient bien scellées, bien fixées. Et ce petit coffre d'argile, puisqu'un four, était chargé de charbon incandescent ou de charbon qui brûlait donc jusqu'à avant Shabbat. Puis on retirait le charbon et on bouchait le four. On le fermait bien. On fermait ce coffre d'argile. De sorte que la chaleur était conservée aisément jusqu'au lendemain, midi, facile. Et ainsi donc, on avait retiré toutes les cendres chaudes, retiré toutes les braises. Et les deux casseroles étaient au-dessus? Une ou deux, oui. Deux trous. Ouais. Donc la chaleur, oui. Elle bouchait les casseroles, elle bouchait les orifices en fait, les marmites ou les ustensiles d'argile eux-mêmes. Comment? Elles étaient à l'extérieur, les marmites. Ouais. Certains rajoutaient une couverture, bref, on isolait un peu le tout, on trouvait un système. Il y a des choses qui sont autorisées Shabbat, d'autres qui le sont moins, donc on ne reviendra pas trop sur ces cas théoriques anciens, on va se concentrer sur notre réalité d'aujourd'hui. Mais voilà, donc il y avait ce système qui fonctionnait très bien et que certains utilisent encore peut-être quelque part dans le monde, d'accord? Je ne vais pas donner de nom pour ne pas être désagréable, mais ça peut exister. De nos jours, nous avons l'électricité, l'eau courante, Internet, maison connectée, demeure intelligente. Et donc, d'ailleurs, il faudra qu'on discute de tout ça aussi, hein, comment on fera avec nos futures maisons intelligentes qui seront... Est-ce que les maisons, il faut qu'elles soient chômeur Shabbat, chômeur Shabbat, comment ça marche? Bon. C'est les questions de demain, et un demain qui n'est pas si loin, d'ailleurs. Donc ça, c'était la précaution majeure pour ne pas en arriver, c'est sous cette condition qu'on peut avoir une source de chaleur. Reste à évaluer un autre grand paramètre, c'est la cuisson effective des aliments. D'accord, j'ai une source de chaleur, autorisée le Shabbat. Mais des aliments crus, je ne peux pas les cuire pendant Shabbat. Des aliments froids qui ont été cuits avant Shabbat, est-ce que je peux les réchauffer pendant Shabbat? Ça, c'est un point important, parce que quand on reçoit du monde, on ne peut pas tout garder sur une plata, donc il y a des choses qu'on aimerait pouvoir réchauffer. Et puis, il y a l'autre problématique dans ce volet-là, qui est comment j'utilise, ou plutôt les aliments qui sont très chauds sur la plata et qui vont rencontrer par la suite d'autres aliments froids à table par exemple. Comment ça marche? Est-ce qu'ils ont, compte tenu de leur chaleur, capacité de cuire en somme, de réchauffer, c'est-à-dire cuire d'autres aliments qui seraient froids? Voilà ce sur quoi on va s'interroger et c'est comme ça qu'on va découvrir quelles manipulations sont autorisées le Shabbat à partir des sources de chaleur et des aliments chauds. Alors ça, je vous ai planté le décor. On va découvrir ce que nous avons ici et je reviendrai oralement sur les considérations. Éventuellement, il y aura un plan spécifique pour ça. D'accord? On fera un cours planifié pour Bichoul parce que c'est un grand sujet néanmoins.
Alors, la définition fondamentale de cuire, c'est modifier par l'état de la chaleur l'état d'un aliment pour le rendre propre à la consommation. Donc, il n'est pas consommable cru, il devient consommable cuit. Je l'ai transformé en somme et dans mon intérêt. Donc, soit cuisson au four, cuisson à l'eau, grillade, friture, porter des liquides à plus de 40 degrés Celsius, voilà le seuil fatidique. À moins de 40 degrés, on ne peut pas parler de chaleur qui cuit, si vous préférez. À plus de 40 degrés Celsius, on peut parler de chaleur qui cuit. L'expression employée dans la Mishnah ou le Talmud, c'est « Yad soledet bo ». La main s'en retire. Alors, ce n'est pas n'importe quelle main, c'est la main d'un nourrisson, d'un petit enfant même, si vous préférez, dont la peau est très fine, très tendre, et qui, à ses sources de chaleur, aurait le réflexe de, nous à 40 degrés, on peut encore peut-être tenir la chose, on peut gérer, on va dire, le trop de chaleur, mais un enfant aurait le réflexe brutal de retirer sa main. Eh bien, c'est ce seuil qu'on évalue, pour faire simple, de nos jours, on donne des chiffres, à 40 degrés Celsius. Verser de l'eau bouillante sur des feuilles de thé. Donc, nous y reviendrons. Il y a des aliments crus qui sont particulièrement sensibles, les feuilles de thé en sont un bel exemple, et de l'eau bouillante, même si ce n'est pas depuis la source de chaleur première, pourrait les cuire. Mettre des aliments légers dans de l'eau bouillante, ce qui revient à peu près au même que le point 6. Et point 8, accélérer la cuisson d'un contenu en le remuant. Donc c'est vrai que je ne mets pas à cuire, c'est vrai que c'est déjà sur la source de chaleur, c'est en train de cuire, mais je ne fais rien pour ça. Hein. A priori, si ce n'est pas moi qui cuis, si ça cuit depuis avant Shabbat, on n'aurait a priori rien à redire, mais on verra quelle précaution là-dessus. Et par contre, je peux, en remuant la chose, accélérer la cuisson, donc Shabbat, ce serait interdit. Voilà pour les fondamentaux, voilà pour la définition fondamentale qui est déjà très fournie. Fondre des métaux, ça c'est les dérivés, des solides, des graisses, du goudron, etc. Voilà, si vous voulez faire du BTP Shabbat, là, il faudra attendre. Sécher du bois dans un four. J'imagine que c'est une technique pour faire un joli feu de cheminée avec des stères qui ont pris l'eau. Je ne sais pas très bien, j'ai pas trop l'habitude. Quoi qu'il y ait une cheminée, j'ai pas trop l'habitude. Toute cuisson, alors maintenant les dérivés rabbiniques, toute cuisson à l'énergie solaire ou aux eaux thermales. Parce que ça, ce n'était pas interdit fondamentalement. On pouvait allègrement le Shabbat, imaginer casser un œuf sur un pare-brise, comme ça pouvait se faire en plein désert, et puis manger l'œuf sur le plat, et vite avant qu'il ne soit trop cuit, parce que ça va très très vite. Bon, nos maîtres nous l'ont interdit, même les eaux thermales, qu'on appelle dans la Mishnah Hamet Veria, les eaux de Tibériade. Il y avait des techniques de cuisson comme ça, et les eaux de Tibériade se chauffaient comme ça et pouvaient développer des techniques de cuisson ainsi. Bon, le Shabbat, ce sera interdit, mais bon, ma foi, on n'est pas dans cette... Enfin, à Grenoble, en tous les cas, on n'a pas exactement cette problématique, du moins pas en ce moment. Alors, je donne oralement, mais nous y reviendrons, les grands leviers techniques pour comprendre Bichoul. D'abord, réchauffer un plat le Shabbat, est-ce que c'est possible? Alors ça dépend, solide ou liquide, et sous certaines conditions. Pour les solides, la règle est la suivante. Ein bishul ahar bishul. Il n'y a pas de cuisson après la cuisson. Ce qui veut dire un solide qui a déjà été cuit, qui a été cuit à point, voire même un peu moins qu'à point d'ailleurs, puis qui a été refroidi, qu'on a laissé refroidir. Donc je reviendrai sur ce détail à point, moins qu'à point, on ne va pas trop s'embarrasser, juste qu'on imprime les grandes règles. Le Shabbat, je peux le réchauffer sans risque. Il est passé à moins de 40 degrés, je peux, en le remettant sur la plata, le repasser à plus de 40 degrés. Donc ça, c'est très commode. Il y aura un débat pour savoir si un aliment cuit au four peut être ensuite réchauffé sur le mode bichoul. Bon, ça c'est un détail théorique, je laisse de côté. Pour les liquides, ces règles ne s'appliquent pas. On ne dit pas en bichoul, ahar bichoul, on dira à l'inverse, donc yesh bichoul, ahar bichoul, il y a cuisson après la cuisson. Donc un liquide qui a été cuit, certes, une sauce, une soupe, mais qui est redevenu froid, c'est-à-dire qui est passé sous la barre des 40 degrés Celsius, le Shabbat, je ne peux pas
en le posant sur la plata, source de chaleur non régulable, le réchauffer à nouveau, ce liquide, il revient passer au-dessus de la barre des 40 degrés Celsius. Donc ça implique que le liquide doit rester sur la plata Shabbat si je le veux chaud. L'eau chaude, le Shabbat, de manière caractérisée, c'est ce que nous conservons très chaud, soit dans un kumkum, vous savez, ces récipients avec une résistance, qui sont d'ailleurs, il y a des incidents de kumkum dans les foyers qui arrivent malheureusement, donc faire attention avec ça, mettre bien en dehors de la portée des enfants ou des joueurs de foot qui pourraient dans les cuisines faire la Coupe du Monde, ça peut très mal finir. Bon voilà, vous avez kumkum plus ou moins sécurisé, bien sinon une casserole d'eau chaude posée sur la plata et qu'on conserve aussi, qu'on utilise pour les besoins, café et autres biberons. On va voir comment on fait pour un biberon d'ailleurs et pour un café. Ou pour un thé. Donc voilà pour les liquides. Alors, vous allez me dire, mais nous on a des plats qui sont mixtes. C'est un plat avec de la sauce dedans. Donc il y a du solide et du liquide. Est-ce que je vais m'abstenir de réchauffer ou bien il y a moyen de s'arranger? Alors il y a moyen de s'arranger. On évalue, si j'ose dire à la louche, ce qui est majoritaire. C'est-à-dire que si vous avez une soupe avec du solide dedans, vous n'allez pas dire, bon, ça va, la soupe n'a pas de solide, puis on ne parle plus, non, c'est globalement liquide. Si c'est un plat solide avec une sauce qui est en proportion, je ne sais pas trop comment ça se calcule d'ailleurs, disons en volume est moindre que le solide, on dira c'est un solide accompagné. Et donc on pourrait remettre et faire abstraction de cette affaire de liquide, on pourrait remettre à réchauffer. C'est un arbitrage qui n'est pas unanime, il faut bien le préciser, mais qui est solide et sur lequel on peut s'appuyer. Se pose souvent la question, comment je fais pour réchauffer un biberon le Shabbat? Vous avez des gamins, ils sont petits, ils ont besoin d'un biberon chaud. Vous ne pouvez pas leur servir du lait froid. Alors il y a une technique toute simple, du bain-marie tout simplement. C'est-à-dire que le biberon vient sécher à la surface, vous le posez dans une casserole, et dans cette casserole, vous versez l'eau chaude issue de la plata, et ainsi ça fait porter le biberon à température. Ça fonctionne très très bien, par exemple. Il y a d'autres techniques, bien sûr, mais voilà, celle-ci est la plus simple. Voilà pour cette affaire de réchauffer. Ça va à peu près? C'est bon? Alors ensuite, un autre point technique, c'est la manipulation des aliments chauds le Shabbat. Après, on va prendre quelques applications pour éclaircir et on passera ensuite à la suite. Voici la notion théorique d'importance. Des aliments chauds à même la source de chaleur, donc posés dans la casserole à laquelle est posée sur la source de chaleur, ont une force de cuisson. Eux-mêmes ont une force de cuisson. On appellera ce stade Keli Rishon, le premier ustensile. Keli, ça veut dire un ustensile. Rishon, ça veut dire premier. Ça marche? Keli Rishon. La casserole posée sur le feu, c'est le Keli Rishon posé sur le feu. La casserole retirée du feu, enfin quand je dis le feu, la source de chaleur, ça s'appelle Keli Rishon retiré du feu. Ça a aussi une force de cuisson quasiment identique. Ensuite, imaginez que le contenu de cette casserole, je le verse dans un récipient, un plat, mettons, pour servir. Ce récipient, ses parois sont froides. Donc, ce qui arrive et qui est chaud depuis le Keli Rishon va être passablement refroidi par les parois froides, et on considérera, alors c'est pas une physique avec laquelle on est habitué, mais on considérera que la force de cuisson existe, mais est moindre. Que ça ne cuit les choses qu'en surface. Que si j'y colle un aliment cru, il ne serait cuit qu'en surface, ce qui sur le plan des lois de Shabbat revient au même. On ne pourrait pas donc, on devrait faire attention à ce qui provient du Keli Rishon. La situation de ce contenu dans un ustensile dont les parois étaient froides s'appelle Keli Sheni, l'ustensile deuxième. Et idem, en fait, c'est déclinable à l'infini, sauf que la problématique va vite s'arrêter. Transvaser, donc, le contenu de ce saladier, enfin de ce plat, mettons, qui venait lui-même du Keli Rishon, et qui maintenant est dans Keli Sheni, le transvaser dans un troisième ustensile
c'est peut-être l'assiette table, le convive ou la vôtre propre. Eh bien, parfois, à nouveau, cet ustensile et son contenu seront appelés Keli Shelishi, troisième ustensile. Et là, la force de cuisson est tout à fait moindre. Elle est quasi inexistante, sauf par rapport à des aliments réputés très légers. Exemple, les feuilles de thé. Alors, dans l'application concrète, parce que là, ce sont des notions théoriques qui peuvent paraître un peu... L'application concrète, je me fais un café le Shabbat. On utilise du café soluble. Alors, il y aura une hésitation théorique, mais le café soluble, il est solide là maintenant. Et dès que je mets de l'eau, il devient liquide. Alors quoi? Je dis que c'est un solide que j'ai réchauffé ou que c'est un liquide que j'ai réchauffé? Si je dis que c'est un liquide que j'ai réchauffé, ben, j'aurai le droit de le Shabbat. Si je dis que c'est un solide que j'ai réchauffé, j'aurai le Shabbat. Et comme vous avez pu l'observer, on se fait du café soluble. Donc, on est parti sur l'option que c'est un solide. Mais laissons cela. Donc, comme la préparation de cette substance solide, le café soluble, est telle que c'est apporté à la cuisson, c'est une préparation à chaud, donc il n'y a pas de cuisson après la cuisson. On pourrait, en théorie, j'ai le kumkum qui est posé là, la résistance est à l'intérieur, c'est un Keli Rishon caractérisé. Je pourrais, en théorie, mettre mon café au fond de ma tasse et me servir tel quel. Une précaution, néanmoins, de bien décharger, qu'il n'y ait aucune humidité. Parce que l'eau froide qui serait dedans, quelques gouttelettes, puis par arriver de l'eau chaude. Bon. Petit détail, on fait attention à un pour les assiettes, quand on sert, on fait en sorte que l'assiette soit bien sèche. Dans ce qu'on passe des salades plat chaud, éventuellement on change d'assiette, ou on fait en sorte que les assiettes soient bien sèches. Puisque les salades, éventuellement, c'est pas forcément cuit, ou les résidus sont pas crus, ou les sauces sont pas crues. Voilà. Donc voilà, on prend cette petite précaution qui est toute simple. Sinon, ma foi, on découvrira au fur et à mesure des exemples. Vous avez des questions là-dessus? On peut passer à la suite. Oui, alors ouais. Comment est-ce qu'on fait un café alors? Comment on fait un café? L'idéal, c'est d'utiliser cliché, c'est-à-dire je remplis, après tous les livres, pour être tranquille, je remplis une tasse vide, d'eau chaude, et cette eau chaude, je la verse dans ma tasse sur le café soluble. Voilà. Elle est cliché, absolument. C'est simple précaution, mais voilà, c'est pas obligatoire en vrai. On pourrait à la choule, le café, il va d'abord l'eau chaude, et après mettre le café. Ouais, alors ça c'est... Donc c'est une option, non, c'est une option par rapport à teindre. Parce que l'eau elle prend une couleur, et donc on verra est-ce que ça s'apparente à teindre. C'est tout à fait optionnel, parce que honnêtement, c'est pas ça le principe de teindre, c'est teindre un tissu avec une couleur qui tient. Donc certains sont attentifs à ça et inversent pour un petit changement par rapport à la semaine. Mais c'est tout à fait optionnel, à la limite. Enfin, pas exactement mais à la limite. Donc c'est mieux que les chichis alors, toujours. Ben voilà, on fait comme ça en général. Ouais. Voilà, exactement. Mais encore une fois, on pourrait théoriquement se servir directement. Voilà. Et puis après, on va sécher les assiettes au moment de servir le plat, etc. On n'a pas vraiment de problématique. Nous reviendrons sur Bichoul parce qu'il y a encore d'autres détails théoriques et techniques sur lesquels il faudra statuer. Vous avez grande notion. Donc cette affaire de réchauffer, solide ou liquide, et puis cette affaire de gestion des aliments chauds, Keli Rishon, Shelishi. Et là, vous êtes armé pour affronter ce sujet. Ça va, je t'ai parlé avec ce bon. Par exemple, du thé déconcentré. Ah, oui. Liquide. La technique pour le thé, on y reviendra parce que je vais me pesanter trop là-dessus. Une technique idéale, c'est de préparer de l'essence de thé avant Shabbat. L'essence de thé reste chaud. Sur la table. Ouais. Et donc, eau chaude, ça fonctionne. On pourrait faire comme ça. Après, il y a une technique sur les proportions eau chaude, eau froide, qu'est-ce qu'on met au-dessus, qu'est-ce qu'on met en dessous, mais laissons cela. Disons, la démarche qui serait problématique, c'est d'utiliser des feuilles de thé fraîches, de menthe fraîche. Alors, le vrai thé,
il y a plusieurs sortes de menthe, 4 sortes de menthe, avec des aromates, enfin il y a tout. Mais ça, on va pas se faire dans ces considérations. Mais voilà, la menthe fraîche qu'on va cuire du jardin pour les bols, et on verse l'eau chaude dessus. Ça, c'est pratique avec Elish Lishi. Comme avec un troisième ustensile, parce que c'est très fin, très fragile. Est-ce que c'est les sachets de thé? On peut utiliser Shabbat, vous avez certaines gens qui permettent, parce que c'est déjà torréfié en réalité. Donc on est de presser le sachet pour pas être dans presser justement, on va y arriver. Mais ça peut être possible notamment si on utilise Keli chez Lishi, par exemple, ou chez Lim, ça devrait suffire même. On reviendra sur tout ça. Et l'utilisation de Taros pour le chaud. Parfait. Alors le Taros a le statut d'un Keli Rishon retiré du feu. Donc voilà, il faut... Keli chez Lim, c'est un Keli Rishon. Pourquoi? Parce que ça conserve particulièrement bien la chaleur. C'est la mécanique, enfin la physique plutôt, d'un ustensile froid. Vous voyez. Donc très bonne question. Le thermos est apparenté à Keli Rishon. Alors, j'en arrive au deuxième groupe. Deuxième groupe, ça a à voir, vous rappelez, avec la confection d'un vêtement. Et donc, pour ce qui est du Mishkan, du tabernacle, la confection des tentures du Mishkan. Donc, ça va de tondre la laine avec la laine, peigner, teindre la laine, filer, faire debout, courdir, tisser, séparer, faire nœud, coudre et découdre. Ça va de 12 à 24. Alors, évidemment, il y a des travaux qui seront pour nous purement anecdotiques, sur lesquels on va pouvoir passer assez vite. Alors, tondre la laine, détacher de son lieu de croissance qui couvre la peau d'un animal vivant ou mort. Bon, vous voyez, c'est des définitions très circonstanciées. Donc, ce seront les plumes, ce sera la laine, etc., etc. Et en dérivé, couper les cheveux et raser la barbe. Pourquoi on ne se coupe pas les cheveux le Shabbat? À cause de tondre. Et pourtant, vous n'êtes pas ni une volaille, ni un ovin. Plumer une volaille, couper les ongles. Alors, plumer une volaille, c'est un dérivé parce que la définition initiale, c'est tout de même tondre la laine. Or, on ne fait rien avec les plumes. En tout cas, rien de la laine, malgré tout est un dérivé, couper les ongles, pareil. Donc, vous trouverez dans le livre de Lim toutes ces considérations. Au niveau des précautions rabbiniques, détacher ongles, cheveux, peau morte. Donc, on pourrait dire, c'est pas tondre ça, parce que ça ne croît plus, il n'y a plus de croissance. Pourtant, par précaution, on évite verrer à la main, avec les dents, c'est pour les plus acharnés. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon. C'est fortement, je pense, pas recommandé. Une verrue sèche. Écoutez, je ne sais pas là, je suis moins fort en verrue, et puis c'est comme ça, on va dire bientôt. Hein, ni Shabbat, ni semaine, quoi, je ne pense pas que ce soit... Bon, en tout cas, c'est partie des cas théoriques, voulez-vous. Se peigner avec un peigne qui arrache les cheveux. Ah, ça, c'est du quotidien aussi, parce qu'effectivement, tiens, on va pouvoir y mettre ici une notion théorique intéressante. Si je me peigne que systématiquement, j'ai des cheveux qui partent avec. La grosse angoisse. Pour les messieurs, la perspective de la calvitie, et qui se fait oppressante chaque jour. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le deuil de leur tignasse. Et puis pour les femmes, c'est pas moins réjouissant. Enfin, c'est pas plus réjouissant non plus. Hein. On perd ses cheveux, ça peut être signe de, que sais-je, de mal-être ou de grossesse. Il y a tous les scénarios possibles. Bon, et Shabbat, donc, si en me peignant avec un peigne un peu serré, un peu fort, une brosse un peu raide, on perd des cheveux, effectivement, Shabbat, ça s'apparente à tondre, c'est problématique. Néanmoins, comment faire? On ne peut pas rester hirsute le Shabbat. Alors, il y a des techniques d'utiliser des brosses souples le Shabbat, en misant sur le fait que la perte de cheveux serait simplement improbable, ou pas tout à fait probable. Ce qui est interdit, c'est que, en me peignant de manière évidente, de manière certaine, des cheveux vont partir parce que le peigne est trop rude. Mais si la brosse est souple, il se peut que des cheveux partent, il se peut que des cheveux ne partent pas. Il suffit de se douter pour pas se peigner sans problème. Pourquoi? Parce que mon intention n'est pas de faire tomber mes cheveux pour cause.
c'est quelque chose. Bref, l'intention n'est pas de faire tomber ses cheveux, donc n'étant pas orienté vers cela, il suffit que ce ne soit pas une évidence pour que ce soit permis. Ça marche? Voilà les paramètres. Si ça devenait une évidence, on tombe dans le cas, vous vous rappelez de l'histoire de tête de poulet? L'anecdote, le proverbe, dicton talmudique. Alors je vous le redonne, parce que nous on va retrouver. Un papa voulait donner à jouer une tête de poulet à son gamin. À l'époque, on avait des méthodes ou des idées un peu saugrenues. Et donc pour cela, il attrape un volatile et bam, lui coupe la tête. Un autre lui dit, mais enfin, tu viens tuer un animal pour donner à ton enfant à jouer? Et il dit, non, moi je ne veux pas tuer l'animal. Je voulais seulement lui prendre sa tête. Kadesh, il se posait la même question. Clémence. Et on lui répond, mais si Kreshab et le Yamout, tu veux lui couper la tête, tu veux qu'il meure? C'est une sagesse vie, ça. Il y a des moments, je pense, on coupe la tête des gens et on s'en défend. On dit, mais c'était pas moi. Il y a des gestes qui, les conséquences sont certaines et sont graves. On peut se dédouaner tant qu'on veut. Le fait est qu'on ne pouvait pas ignorer ces conséquences. Bon, ça deviendra un dicton, on va dire, levier de la théorie des lois Shabbat, dans le sens où, vous vous rappelez, transgresser le Shabbat, à l'un de nos travaux, il y avait une modalité fondamentale qui est travail conscient conséquent. Je sais ce que je fais, et je le fais dans la mesure, dans le volume où signifie quelque chose. Et de la manière dont ça signifie quelque chose. Donc dans le travail conscient, dans le fait que le travail soit conscient pour j'ai travail, et que si c'est pas mon intention, après tout, c'est comme si c'était pas conscient. J'appuie sur un interrupteur, je ne veux pas allumer la lumière, je veux juste je vais tendre, m'amuse, d'accord? J'oublie encore dans ça la lumière qui passe, c'est juste appuyer, le ressort, ça fait temps. On ne dit pas maintenant s'allumer, on dira il n'est pas l'intention, ça pourrait être exception à la règle, mais comme la conséquence est évidente, il y a exception dans l'exception. Psik Reshab Elo Yamout, quand la conséquence est évidente, on ne peut pas arguer du fait que l'intention c'était de ne pas le faire. D'accord? Donc idem ici, quand je sais que mes cheveux vont tomber, idem quand je me lave les dents, on verra, et que je saigne systématiquement, c'est une petite fragilité des gencives, et que la brosse à dents est trop dure, et que je saigne systématiquement, le Shabbat sera problématique. Donc on utilise une brosse très souple, avec un petit frise peut-être léger encore, etc. Donc on va se peigner avec un peigne qui arrache les cheveux, il y aura problème, sauf si c'est souple, ça arrive sur l'exception psychique, de couper la tête sans que le poumon. Ça marche? Laver la laine, mais la benne en hébreu. Donc ton c'était gozez. Laver la laine, mais la benne. Laver la laine de lin pour retirer taches et saletés. C'est-à-dire que la laine pour pondue est évidemment inexploitable. Laquelle il faut l'être dit en fait pour la blanchir, pour en retirer toutes les saletés. Du coup, comme dérivé, nous aurons laver du linge sale, tremper du linge, rincer ou saurer du linge, le presser, repasser du linge et nettoyage à sec aussi. Tout ce qui s'apparente à laver un textile, en fait, à le nettoyer sera interdit. En précaution rabbinique, nous aurons normalement étendre le linge pour le sécher. Alors pourquoi c'est en soi, c'est pas interdit. On étend du linge humide, ça donne l'impression qu'on vient de laver. Donc voilà, à cause de l'impression que cela pourrait, en termes d'image, susciter, on évite. Pour des vêtements neufs salis par la boue ou de la poussière pénétrante, donc en dehors de l'histoire de moudre, vous vous rappelez, les dépôts, etc., il y a l'idée que le nettoyage c'est interdit. Et essorer les cheveux, alors ça c'est une précaution rabbinique qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, notamment lorsque le mikvé tombe Shabbat, ça peut arriver, c'est très sympathique, un peu galère si on doit se rendre à pied à l'autre bout de la ville, c'est un peu, faut voir. Mais disons que ça peut coïncider avec le vendredi soir, et le mikvé ne se repoussant jamais, parce que c'est le moment important du couple. Dès lors, se pose
la question, mais comment se tremper si on veut ensuite sécher les cheveux, tout simplement, et les essorer. Et l'argument qui est avancé, c'est que les cheveux ne sont pas le textile. C'est pas laver un linge que d'essorer ses cheveux. D'ordinaire, on ferait attention, mais pour le migvé, on pourrait considérer que le migvé est largement prêt, qu'on peut faire fi, qui sont favorables à ça. Et se sécher. C'est permis. C'est donc se prendre un comment dire, alors, tiens, posons-nous la question, est-ce qu'on peut se laver Shabbat? Ouais. Voilà, ça c'est une grande question. Indépendamment des soins des cheveux, on a vu que les avis sont partagés, que éventuellement si c'est juste prendre, on peut s'en passer, d'essorer ses cheveux, ça dépend, on peut gérer. Mais à part ça, faire cette toilette de Shabbat, comment on fait? Alors, vous avez ceux qui sont comment dire, dans la radicalité de ne pas se laver le Shabbat. Bon. Et ceux qui vont raisonner un peu pour pouvoir laver le Shabbat. Donc, nous sommes dans la deuxième école. On va essayer de raisonner. Il y aurait une caution. Alors, le problème de l'eau chaude pour se laver. En principe, on peut pas être différent. Vous avez 3 jours d'affilée, donc je vais viser l'eau chaude, même chauffer deux personnes viennent à chauffer de l'eau. C'est que l'eau. Donc si la louche est boîte, ça se autorise aussi, hein, le bienfait de la phrase, etc., pour la circulation, la grippe, bref, tout un type comme ça, mais qui font que on peut s'habituer, donc chat, et c'est tout à fait, enfin c'est exquis hein, quand on se conditionne pour ça, bon, vraiment. En hiver, je vous cache pas que l'eau froide est quand même très froide, je vais voir. Et en été, c'est très bienvenu. Bon. Mais c'est technique, voilà. Le problème, c'est technique, on ne s'éternise pas, c'est sûr. Mais ça, c'est permis Shabbat. En revanche, Yom Tov, on a le droit d'utiliser de l'eau chaude qui a été chauffée avant Yom Tov. Donc, imaginons un cumulus qu'on aurait bloqué, l'eau chaude va se renouveler, on va déclencher aussi cette utilisation de l'eau chaude. C'est qu'est-ce qu'on déclenche? En fonction de votre système, vous déclenchez directement peut-être le gaz, si c'est au gaz, etc., la flamme qui... Donc il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne chez soi, pour se laver, pour la vaisselle, pour tout cela, hein, pour utiliser l'eau chaude du robinet, comme c'est possible, si c'est possible. À une tonne des possibilités, selon notre système. En revanche, Shabbat, ce sera eau froide. Donc pour la vaisselle, ce sera eau froide. Pour se doucher, ce sera eau froide. Et Shabbat, on peut utiliser un keli. Sur une partie du corps, on peut utiliser un keli d'eau chaude. Eh ben non, justement. Eh ben non, justement, de peur qu'on en vienne à, comment dire, à vouloir encore plus d'eau chaude que ce dont on dispose, et qu'on en vienne à chauffer de l'eau, le Shabbat c'est interdit. Ouais, que de l'eau froide, ouais. C'est une précaution rabbinique. Dès qu'on est souffrant, d'accord, que ça nécessite, bien pour les personnes âgées, faire une toilette normale, évidemment on prend le chaud de chauffer d'avant Shabbat. On peut lever pour le bébé. Tiens, si on veut faire un bain pour son bébé, bon, normalement ça tient, mais bon, après c'est comme vous voulez. Une fois vous estimez que vous devez faire le bain tous les jours à votre bébé, on peut imaginer cette technique. D'accord? Si vous estimez que c'est nécessaire, à savoir de l'eau chaude avant Shabbat. Bon, vérifiez bien le coup des 40 degrés. N'immergez pas dans une eau brûlante, bien sûr. Bon, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Ça marche. Donc voilà pour laver. En fait, ceux qui toilette personnelle avec le travail numéro 13, laver, c'est peut-être autre chose. C'est une autre problématique, mais bon, là, j'ai profité par association d'idées du thème pour l'évoquer. 14. Peigner la laine. Alors je vais l'expédier ça très rapidement. Peigner des matières brutes, lin et laine en vue de les filer. En dérivé, on a battre des fils plantes, en faire des fibres, battre des nerfs. C'est des scribes qui lisent les nerfs pour nouer le Sefer Torah ou les téphilines. Démêler des fils, en mêler. Et donc en précaution rabbinique, enrouler de la laine en pelote ou du fil en bobine. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires là-dessus. Teindre. Alors là, il y a des applications intéressantes.
c'est modifier la couleur naturelle artificielle des matières, sauf les aliments. Ça permet de teindre des aliments, vous les colorants dans votre innovation, avec une teinture durable. Bien sûr durable, on verra. Délier des couleurs dans les dérivés, mélanger de couleurs, expérience chimique colorée et abattage rituel d'un animal. Alors j'adore parce que qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, je ne pense pas que vous en ayez l'expérience, mais vous arrivez blanc quand vous abattez les bêtes, vous repartez rouge pour des raisons évidentes de jet de sang, du sang des jugulaires, voilà, pour parler trash. Alors au niveau des précautions rabbiniques, maquillage au fond de teint, bleu pour les yeux, rouge à lèvres. Alors comment on fait pour se maquiller le Shabbat? Est-ce que c'est vraiment teindre sa peau que de se maquiller? On a l'habitude d'utiliser des maquillages éphémères, d'une part. Bon, le maquillage c'est éphémère, vous me direz. Mais des maquillages qui partent un peu tout seuls si on ne se démaquille pas. Mais je reviendrai sur ce point, parce que c'est pas moi qui utilise le maquillage. Et il y a le problématique d'étaler, qui peut s'apparenter à l'onction. Étaler une crème, étaler un rouge à lèvres et autres. Donc on verra les techniques de maquillage, elles existent. D'accord, Julie, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a des maquillages shabbatiques qui fonctionnent très 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 bien. Cirer des chaussures, teindre avec une couleur qui ne tient pas, donc, alors que c'était un permis dans la loi fondamentale, précaution rabbinique, on ne fait pas de différence entre les couleurs. S'essuyer les mains colorées, betterave, cerise, avec un linge blanc. C'est-à-dire qu'on va teindre le linge. Ok, bon, on fait attention à ces petits détails-là. Filer, alors là je vais aller vite sur ce qui suit, ce sera pour nous anecdotique. Extraire des fils d'une matière brute en tendant, tordant, en tournant des filaments. En dérivé, nous avons fabriqué de la peluche, fabriquer du feutre, la corde, filer des nerfs ou boyaux d'animal pour fabriquer du fil à coudre de parchemin. Toujours l'histoire du scribe. Et en application, enfin en précaution rabbinique, retordre un tzitzit, vous savez, les 4 franges détendues. Bon, a priori, ça ne vous concerne pas directement pour l'heure. Ensuite, faire deux, alors c'est passé à la page suivante, faire deux boucles liens. Ça, c'est purement anecdotique. Là, c'est intéressant parce que ça nous fait découvrir des techniques de tissage, enfin de manipulation du métier tissé. Je ne dis pas si vous avez eu ça entre les mains. C'est toujours très intéressant. Hein. C'est ces immenses structures de bois et de fil tendu. Donc en dérivé, nous allons alors faire deux boucles. C'est en gros installer en marche le métier à tisser. On fait les deux premières actions. On met en action 2 fois le métier à tisser pour amorcer en fait le tissage. Donc c'est l'amorce du tissage. Ça va avec ourdir et tisser, tout ce qu'on va découvrir ici. Donc 17, 18, 19, on en fait un tout. Les dérivés, c'est tricoter, broder, tresser des nattes de joug ou de paille. De jonc, je pense. Hein. Bon, bref. Ouais. Et ensuite, au niveau des précautions rabbiniques, tester les cheveux d'une perruque. Ou des cheveux naturels. Alors, cheveux naturels, il y aurait possibilité, en fait. Bon Ouais. Il y aurait possibilité pour les cheveux naturels. Faire du crochet, faire de la vannerie, confectionner une couronne de fleurs. Faire un tissu métallique, un treillis, des fils de fer, un filet, etc. Bon. Ça, c'est a priori pas lors de l'évidence même. Séparer, alors là j'accélère si vous permettez parce que c'est vraiment tout simple. Séparer 2 fils de la chaîne. Potseya en hébreu, défaire un tissu en séparant les fils de la chaîne et de la trame en vue de le retisser à nouveau. Ça veut dire qu'un fil est cassé. Et donc, pour pouvoir poursuivre, attendez, pour pouvoir reprendre peut-être un autre pan, je casse le fil. Défaire des fils tissés, tricotés, brodés, tressés, séparer des fils tressés dans un but constructif. Ok, laissons ça. Il y a peu d'applications pour nous aujourd'hui. Faire un nœud ou défaire un nœud. Alors je vais les faire les deux ensemble parce que c'est le même critère. Alors c'est intéressant parce qu'on peut faire lacets Shabbat, qu'on peut faire une cravate, enfin son nœud de cravate le Shabbat et autres.
Alors, la notion est simple. Il y a deux conditions pour qu'un nœud soit interdit le Shabbat. Il s'agit de faire un nœud professionnel, c'est-à-dire un nœud qui porte un nom, un nœud spécifique, ça peut être un nœud marin, un nœud, etc. Il faut demander ce que ça connaît très bien. Et deuxième condition, un nœud qui est là pour durer. Donc pas juste de la chaussure qu'on va faire dans les heures qui suivront, ou d'une cravate, qui est un nœud coulant de toute façon, qui n'est pas vraiment un nœud qui tient. Donc un nœud professionnel et un nœud qui tient et qui tient longtemps, ça veut dire des nœuds pour maintenir ensemble des structures, hein, des colonnes ensemble, enfin des poutres ensemble. Deuxièmement, lier deux objets au moyen d'un nœud destiné à durer, bon ça c'est dans la définition essentielle. Il n'y a pas de dérivé parce que c'est tout simple. Et donc il y aurait en précaution rabbinique faire un nœud destiné à durer un temps limité, un nœud professionnel. Il n'y aurait qu'une seule condition, mais pour un temps limité. Ou bien tordre des filaments pour en faire des cordes. Ok, ça on met de côté. Et défaire, c'est les mêmes critères. On ne peut défaire un nœud destiné à durer pour en faire un nouveau. Alors, l'idée, c'est d'en faire un nouveau. Pas juste défaire, hein. C'est défaire pour faire. En précaution rabbinique, c'est défaire un nœud destiné à durer un temps limité, même les nœuds qui autorisent à les défaire. Des filaments destinés à fabriquer des cordes. En clair, on peut faire ça, ne vont pas autoriser le double nœud, mais honnêtement, c'est pas un nœud professionnel, donc ça peut être permis fondamentalement. On peut faire notre cravate car c'est un coulant, c'est pas quelque chose qui c'est pas un nœud plus tesside et qui ne nous pas à durer. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Coudre. Attacher deux morceaux de tissu pour la confection. Pour l'action d'un montre durable. Donc ça suppose 2 points de couture plus nouer les deux extrémités du fil ou bien 3 points de couture. En fait, c'est le commencement de la couture, quoi. Bon, voilà la définition fondamentale. Ça donne en dérivé coller matière distincte, coller qui est pourquoi cuir? Qu'est-ce que ça va voir ici? Ah oui, du cuir, pardon. Oui. Du bois. Toujours dans les dérivés. Relier des livres, agrafer feuilles de papier. On demande souvent, tiens, que je peux agrafer mon truc le Shabbat. Bon, ce serait interdit au titre de dérivé de coudre. Et dans les précautions rabbiniques, il n'y a pas grand-chose à en dire. Nouer, attacher, coller ensemble de matière, même de façon provisoire. Et puis c'est tout. Oui, il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, déchirer. Alors que j'ai traduit par découdre, parce qu'en fait, on déchirait, c'était pour des coutures, soit un vêtement était abîmé, et donc on tire une petite longueur pour mieux ensuite. De nos jours, on fait plus exactement comme ça, évidemment. Et faire un assemblage dans l'intention de corriger la couture ou de la coudre. Séparer, donc en dérivé, nous devons séparer deux matières collées ensemble, tout ce qui est interdit de coller ou de coudre ensemble, ou d'attacher ensemble, ce sera interdit. Donc dégrafer, en l'occurrence un document agrafé, le Shabbat, ce ne sera pas permis. Et en précaution rabbinique, déchirer, abîmer, pied ou autre, sans aucun but. Certains disent ouvrir le courrier. Bon, c'est pas de tous les avis, hein, de dire ouvrir le courrier, c'est déchirer le Shabbat, puisque cette déchirure n'a aucun but. C'est vrai. Il n'y a pas de suite à cela, sauf qu'on veut récupérer les enveloppes, enfin, je ne sais pas quoi imaginer. Donc, et puis si on a une utilité, on peut imaginer que le courrier soit ouvert le Shabbat. En même temps, pour l'ambiance, je dirais que ça fait pas mal de faire un break avec le courrier. Effeuiller des branches ou des fleurs, bien que déjà détachées du sol. Donc, c'est plus matière vivante ou en croissance. Donc, il n'y a pas de problème de tolèche cueillir comme on l'avait vu, mais simplement, ça pourrait s'apparenter à déchirer. Voilà pour ce deuxième groupe, donc, que nous avons achevé maintenant. Alors, il nous reste le troisième groupe. On ira assez vite sur le troisième groupe, il n'y a pas grand-chose à part écrire. Et encore, ce n'est pas un contenu considérable, mais que j'ai souligné en jaune, c'est ce à quoi il faut prêter une attention. Ce qui est le plus courant. Ce n'est pas tant le contenu qui s'entend, mais l'attention qu'on va créer.
Alors, je vais juste introduire ce troisième groupe. Rappelez-vous, donc, c'était tout ce qui a à voir avec la préparation aux travaux de l'écriture et, en termes historiques, pour ce qui est de la réalisation du Mishkan, la confection de peau pour la toiture. Donc, pour le coup, c'est toujours de peau, soit pour l'écriture, soit pour la toiture. Et donc, ça ira de capturer un animal, le juguler, c'est-à-dire l'abattre, le dépouiller, retirer sa peau, la peau, racler, régler, donc tracer un pré-traçage pour l'écriture, découper les pages, découper, écrire 2 lettres. Alors, pourquoi 2 lettres? Nous verrons. Et puis effacer, donc effacer lettres écrites. Je peux déjà dire, parce que le travail qui est ici, écrire, qu'à cause de ce écrire, de cette intensité d'écrire, notre vie shabbatique va changer. C'est peut-être d'ailleurs par l'extension, le travail qui a vraiment modifié l'allure de notre Shabbat. Je m'explique. Écrire, c'est quoi? Nous verrons un tableau dans le détail. Écrire dans l'édification du Mishkan, c'est écrire de lettres pour que 2 pièces soient côte à côte. Restent toujours côte à côte, objet des montages et des montages. Aleph, pour savoir que telle poutre a été de telle poutre, par exemple. C'est une modalité d'assemblage. Donc ça commence avec 2 lettres. Avec une lettre, j'ai aucune utilité. Par contre, 2 lettres identiques, ça permettait de. Du coup, donc, écrire sur le papier sera interdit aussi à partir de 2 lettres, même moins d'ailleurs à titre rabbinique. Pour qu'on n'en vienne pas à écrire, nos maîtres nous ont interdit toute forme de commerce ou de transfert de propriété. Parce que qui dit commerce dit possibilité de faire un contrat. D'accord. Donc, pour qu'on n'en vienne pas à écrire et à rédiger des contrats, on ne manipule pas l'argent. Mais en dehors de cela, ça aurait été autorisé. On aurait pu l'argent aurait pu être shabbatique. Alors qu'on en fait un grand symbole raté, c'est un dérivé de dérivé. Enfin, une graphique. Donc on n'hérite pas, on ne donne pas le Shabbat, on n'offre pas le Shabbat. Donc comment on fait pour offrir un cadeau? Parce qu'il y a aussi transfert de propriété. Or, comme tous les transferts de propriété inscrits, l'achat, la vente, c'est aussi le cadeau. Comment on fait pour le cadeau le Shabbat? Alors il y a une technique qui est sympathique, parce que toujours avoir trouvé des tours d'entier. Ça repose sur un principe talmudique qu'on trouve dans un autre traité, qui est qui pose la question, est-ce qu'on peut faire gagner quelqu'un à son insu, ou est-ce qu'on peut faire perdre quelqu'un à son insu? Faire perdre à son insu, évidemment, non. C'est possible. Vous pouvez faire un emprunt au nom d'un autre, s'il est au courant, cet emprunt ne sera pas reconnu, par exemple, d'après le Talmud, et d'après personne d'ailleurs. Même si vous estimez qu'il aurait été d'accord, c'est pas possible, il faut qu'il soit en connaissance de cause. Par contre, gagner quelqu'un à son insu, c'est possible. Quand faire gagner, c'est acquérir pour lui. Vous savez peut-être que, je vais vous développer avec les enfants, en droit unique, l'argent extraordinaire, marot et nakonot, vous payez, l'objet n'est pas encore à vous. Ça ne suffit pas. C'est une dette que vous réglez, mais encore à vous. Il faut le soulever. Si on peut le soulever, ce livre, on me le donne, on me le vend, j'en ai accepté, je dois le soulever pour qu'il de sorte que l'accord clair, celui qui me donne, et en tant que gestionnaire, accord pour le recevoir. Exercer de ma propriété et en être responsable. C'est objet causé dommage, c'est responsabilité. C'est responsabilité de faire. On fait ce signe en hébreu. Je peux quelqu'un. Imaginons qu'un ami me dise, veux-tu réceptionner tel objet pour moi et t'emporter à cœur? Je le fais en son nom. Et par ce geste, il ne m'appartient pas à moi, il appartient à lui. Eh bien, la nouveauté ici, lorsqu'on pousse la logique plus loin, ça consiste à dire, je peux faire ce geste pour autrui. Donc, je vais offrir ce livre, je suis vendredi après-midi, je soulève ainsi, et je m'emporte à cœur pour celui à qui veut l'offrir, mais il ne sait pas encore. Je peux faire gagner son insu, d'où la règle. Donc, on fait intervenir la règle. Voilà comment on livre des cadeaux. Oui. Ensuite, voilà.
avant que le Shabbat rentre, Avant que le Shabbat. parce que le transporter dans le domaine public, là, bon, c'est problématique. Or, cette problématique-là, on savait quelqu'un un Shabbat, c'est son anniversaire, vous lui offrir quelque chose. Le vendredi, je voulais, ça lui a bien, mais il ne le sait pas encore. Et quand Shabbat vient à la maison, il donne n'importe. On peut la porter un Shabbat. On a besoin de monter. Sur n'importe quel cadeau. Oui, c'est moins marrant. Enfin, ouais, en tout cas. On peut porter ici. Non, on peut pas porter. Je ne peux pas porter chez vous. Dans le milieu privé, il n'y a pas de problème de porter Shabbat. Ouais. Non, c'est marrant parce que vous voyez qu'on a dépris un peu tout l'arsenal talmudique pour qu'on puisse offrir des cadeaux. Indépendamment des créneaux. C'est la chose qui était sympathique, érotique, je pense. Voilà, quelle est sur ça? Quel est votre sentiment par rapport à ce que nous voit? Est-ce que ça vous paraît technique, oppressant, gérable, curieux, intéressant, ridicule? Vous pouvez tout dire. Ça donne envie d'approfondir. Il y a des cas qui et mais en même temps, il faut essayer d'approfondir pour trouver des solutions toujours. Hein. Tout ça est très technique et tant mieux parce que ça permettra au jour où il y aura des gestions diplomatiques, d'avoir une marge de manœuvre pour le même. Hein. Vous allez par exemple que voilà, vous gérez votre base si vous n'êtes pas en perme. Bon, c'est un autre monde peut-être, mais voilà, il y a des gestions possibles et il est bon de les mettre, non pas pour se compliquer la vie, mais au contraire pour compliquer les choses, avoir senti avoir fait son Shabbat convenablement, sans avoir blessé personne, obligé personne. Ok, donc ça donne envie d'apprendre, c'est toi. Bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous achèverons ce premier parcours et je vous donnerai les plans d'un ou deux des travaux que nous aurons à approfondir. Oui, donc. Je vous rappelle que ce support est provisoire. Je vous donnerai le définitif